à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la dernière vidéo de la route du Rhum, le bilan de cette route du Rhum 2022. On va faire un point sur tous les classements, parler un petit peu de la plupart des concurrents pour savoir ceux qui ont bien performé, ceux qui ont eu un petit peu plus de mal. Dans la plupart des catégories, on est arrivé, il manque juste le podium, on va dire des Rhum mono, mais on pense savoir déjà qui sera sur le podium de cette catégorie. Rhum mono. On va faire déjà un bilan global. Est-ce que cette course a été intéressante? Oui, je trouve que elle permet de montrer peut-être au grand public qui ne connaît pas la voile qu'il peut y avoir vraiment du spectacle, qu'il peut y avoir des courses acharnées du côté de la voile. Et ça a été intéressant. Il y a eu de la bagarre quasiment dans toutes les catégories. Alors pour la victoire, sauf en classe 40, et je dirais en Rhum mono, où je dirais Johan Richomme en classe 40, Jean-Pierre Dick en Rhum mono ont pris l'avantage. Et quand ils ont pris l'avantage, tout de suite, ils ont créé des gros écarts. Par contre, dans toutes les autres catégories, pour la victoire, ça a été serré, voire des fois très serré, comme en Ocean 50 ou en IMOCA. Mais en classe 40, il y a eu de la bagarre pour les places d'honneur. La seule catégorie, il n'y a pas eu de bagarre, je dirais quasiment, c'est en Rhum mono où les écarts se sont faits assez vite. Et c'est vrai que dans cette catégorie-là, il n'y a pas une grande bagarre. Mais ça permet de voir qu'on peut y avoir pas mal de bagarres. Je trouve aussi qu'on a eu un niveau global qui était vraiment bon parce qu'on avait 138 bateaux au départ. Je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de casses. Or, je dirais on sera à plus de 100 à l'arrivée, ce qui est déjà un très bon chiffre pour de la voile. C'est-à-dire qu'on va avoir un taux d'abandon qui va être aux alentours de 20, 15, 20%, qui je trouve n'est pas une catastrophe. Parce qu'avec beaucoup de gens au départ comme ça, je me disais, on a peut-être des marins qui sont chevronnés, mais il y a des marins qui sont moins chevronnés. Et je trouve que ça s'est très très bien passé du côté de cette course. On va revenir maintenant sur les points qui fâchent, notamment l'organisation. Je trouve que l'organisation a des moments, notamment d'un point de vue médiatique. La cartographie notamment n'a pas évolué depuis quasiment 15 ans. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Je trouve qu'au niveau média, l'émission par exemple sur YouTube, je pense qu'on pouvait faire mieux. Ils s'obstinent en plus. Ça, c'est à chaque fois qu'il y a des grandes courses de voile, ils s'obstinent à faire des directs avec les skippers en vidéo, alors qu'il n'y a pas de réseau. Il y a un moment, ils l'ont fait sur le Vendée Globe, ils l'ont fait sur la Transat en double. À chaque fois, ils le font. Il n'y a pas de réseau. Donc, essayez pas de le faire. Si c'est pour avoir une image cryptée, contentez-vous d'avoir que du son. C'est bien aussi d'avoir que du son, hein. Pour avoir un réseau, on va dire, de bonne qualité. Et puis sinon, si vous voulez avoir la vidéo, bah, peut-être enregistrer au préalable les interviews. Mais sinon, contentez-vous, vous, d'avoir que du son. Peut-être plus intéressant. Et puis je trouve que on passait de manière très rapide, notamment les catégories Rhum. On n'en a pas énormément parlé dans ces émissions-là. Or, la route du Rhum, c'est pas seulement les ultimes et les IMOCA, c'est 6 catégories en tout, et ça serait bien de le rappeler aux organisateurs, et puis notamment sur les vidéos du bord, où là, ça a été une catastrophe, parce qu'elles arrivaient, mais avec 3 jours, 4 jours de décalage au début. Alors après, ça s'est un peu amélioré, mais il y avait toujours, je trouve, un énorme décalage entre le moment où le mec enregistrait sa vidéo et le jour où elle arrivait. Parfois même, la vidéo est arrivée après l'abandon du concurrent, après le dématage. Notamment, je pense à Louis Burton. Sa vidéo arrive après son dématage. Il fait une vidéo, il dit tout va bien, voilà, les performances sont bonnes. Et puis après, c'était 5 heures après qu'on a appris qu'il avait dématé. Donc voilà, ça serait bien d'avoir un petit peu de réactivité du côté de la route du Rhum, du côté de l'organisation, de mettre plus en lumière encore la voile et cette course qui est très intéressante, qui est un sprint dans le monde de la voile, surtout dans certaines catégories. Ça serait important voilà, de mieux mettre en avant en termes d'organisation. Et puis le fait qu'on ait très peu de vidéos sur le contournement de la Guadeloupe. Alors, il y a eu également le drame, bien entendu, avec la navette, mais même sur les autres, on pourrait faire mieux, même avec par exemple, à Basse-Sainte, on n'a pas de caméra. Ça, c'est pas normal. C'est une bouée, ils pourraient mettre une caméra sur la bouée ou trouver une solution pour avoir une caméra à cet endroit-là. Au niveau des côtes, d'avoir une équipe voilà, de caméramans qui soit au niveau des côtes pour chaque arrivée. Parce que voilà, les premiers ont été bien filmés et encore, parce que si vous voyez le direct sur YouTube de l'organisation, Charles Caudrelier, on a dû le voir 5 minutes hein, avec son bateau. Dans d'autres catégories où ça a été beaucoup plus compliqué. Bon voilà, c'était les points FIFAH. On passe au bilan, catégorie par catégorie. On commence par les ultimes. On va dire dans l'ordre de l'organisateur. Du côté des ultimes, victoire de Charles Caudrelier sur Gitana, Edmond Rothschild.
un bateau qui était favori. La seule inquiétude qu'on avait à Charles Caudrelier, c'est qu'on ne savait pas sa capacité à emmener ce bateau en solitaire. Même lui avait des doutes parce que il n'avait jamais participé à cette course. Il n'avait pas énormément fait de solitaire dans sa vie, il faut le dire également. Mais il a été très performant. Sous pression, très souvent par François Gabard. Même à un moment, François Gabard a pris la tête de la course. Mais il a réussi à résister à François Gabard. Voilà, ça s'est très bien passé. Il était même plus frais que François Gabard. Notamment, donc voilà, ça s'est très très bien passé pour Charles Caudrelier avec un bateau qui, malgré tout, et c'est là où, bon, de toute manière, on a appris que normalement ce bateau-là sera à vendre fin 2024 pour aux alentours de 15 millions d'euros. Hein, ça vaut cher un ultime. Mais 15 millions d'euros, hein, pour ceux qui voudraient un point de comparaison, en Formule 1, pour ce prix-là de sponsoring, parce que c'est les sponsors qui payent, pour ce prix-là, tu es au niveau du bouchon de réservoir, quoi, ton logo. Donc c'est là où on voit que la voile, en termes de marketing, c'est très bon. En cyclisme, 15 millions d'euros, c'est le budget de Groupama FDJ. Voilà. Donc, voilà, entre le cyclisme et la voile, je trouve que ces deux sports où, au niveau marketing, ça reste encore très intéressant. Et au foot, ton logo, il est à côté il est sur le short des joueurs et en tout petit. Donc Charles Caudrelier, voilà, Edmond Rothschild, voilà, très belle performance. Donc quand je disais, voilà, je vais retrouver un petit peu mes propos, il est en vente ce bateau fin 2024, tout simplement parce qu'ils s'aperçoivent que ce bateau est arrivé au maximum de son potentiel, et quand Gabard, quand Coville vont accélérer le rythme, et vont affiner encore leur réglage, ce bateau-là devrait être un peu plus en difficulté. Mais Charles Caudrelier l'a dit, on ne naviguera pas à la cave, contrairement à François Gabard. Une petite pique lancée à François Gabard. Donc traduction, on ne sera pas complètement enfermé sur son bateau. Voilà. Du côté de François Gabard, Sver Lazartigue, déjà, gros point important pour Sver Lazartigue, fiable. Et oui, aucun problème majeur sur le bateau. Il a eu un problème de foil qui lui a pris 3 heures à réparer. C'est à peu près l'écart qu'il a sur Charles Caudrelier, donc c'est ça qu'il peut avoir comme regret. Mais le bateau a été rapide. Le bateau a été rapide dans des conditions de mer qui n'étaient pas toujours faciles. Et surtout, pas de problème de fiabilité. Donc ça, c'est bon. C'est intéressant pour François Gabard. Et surtout, dans les 3 heures, il y a aussi un petit peu de fatigue due à la réparation qui a engendré de la fatigue. Et ce qui fait qu'il n'a pas pu attaquer le Tour de la Guadeloupe autant que n'a pu le faire Charles Caudrelier. Thomas Coville, troisième. Dommage, le temps, il a perdu 4-5 heures avec son filet de pêche où il a dû plonger, ce qui est toujours un petit peu technique. Il a repris confiance. C'est vrai que Thomas Coville avait eu pas mal de soucis sur Sodebo. Voilà, c'est un bateau qui manquait encore de fiabilité, qui est quand même innovant avec le fait d'avoir un centrage des masses qui est bien meilleur que sur Edmond Rothschild et sur Sver Lazartigue, vu que voilà, avoir une vision également sur son bateau qui est bien meilleure du côté de Thomas Coville, mais il y a encore pas mal de travail à faire sur cette technologie. Ça se passe bien pour Thomas Coville, le bateau va vite, le bateau a été performant et fiable, là très fiable, parce qu'il n'a eu aucun problème technique. Il doit encore affiner les réglages dans certaines conditions de mer. Il a pris un départ un peu trop tranquille, il prend beaucoup de temps de retard dès le départ. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Et ensuite, sur vent portant, je pense que voilà, il avait des vitesses un peu moins élevées que Gabard et Caudrelier. Donc là aussi, ça sera à corriger, on va dire, pour Thomas Coville. Quatrième, Francis Joyon devant Yves Le Bévec. Là, on est sur des bateaux d'ancienne génération et on a vu l'écart qu'ont les bateaux d'ancienne génération par rapport aux nouvelles générations. Donc, ils ne peuvent plus vraiment rivaliser. Hein. Francis Joyon, Yves Le Bévec. C'est compliqué de rivaliser. Est-ce que Actual même rachètera pas le Gitana? Parce que Yves Le Bévec, pour le moment, a toujours eu des bateaux d'occasion. Il faut le dire. Arthur Levaillant, dans les premiers jours, il a vraiment très bien skippé. Il était dans le coup avec Francis Joyon, Yves Le Bévec. Puis sur la deuxième partie de course, ça a été un petit peu plus compliqué pour Arthur Levaillant sur Mieux, qui est en fait l'ancien Sodebo. Et puis Armel Lecléache 7. Énormément, enfin voilà, des problèmes techniques qu'il a eu au départ, ça lui coûte très très cher au niveau de l'étrave. Sinon, elle était plutôt bien partie, on va dire, Armel Lecléache. Sur la deuxième partie de course, on voit qu'il fait des bonnes moyennes sur 24 heures. Donc le bateau fonctionne. Il faudra juste éviter les problèmes sur les prochaines courses du côté d'Armel Lecléache. Et puis Romain Pillard
pour l'instant 8e. Il est arrivé Romain Pillard au bout de 15 jours de course, mais on se demande bien qu'est-ce qu'il faisait dans cette catégorie-là, pourquoi son bateau n'était pas plutôt en Rome multi. Du côté des Ocean 50, bah, ça a été la grosse bagarre qui nous a tenu en haleine entre Erwan Leroux, Quentin Vlaminck. Grosse bagarre parce que ça s'est joué, donc comme vous le voyez, à 18 minutes près pour Erwan Leroux. L'expérience a triomphé sur la jeunesse, avec des bateaux qui ont vraiment bien performé sur le début de course, parce qu'ils étaient très proches des ultimes, alors qu'il y a quand même une grosse différence entre les ultimes et ces bateaux-là. Vraiment, sur les 3 premiers jours de course, ils allaient très très vite. Et puis à partir de Madère, on va dire, là où les ultimes ont eu du vent portant, et il y a eu surtout un système météo qui a été bon pour les ultimes, qui a été moins bon à ce moment-là pour les Ocean 50. Et ce qui fait que la course a été très serrée. On n'oubliera pas qu'il y a eu quand même le chavirage de Thibaut Vauchel-Camus qui était aussi en tête au moment où il a chaviré. Ça reste des bateaux, hein, les Ocean 50. Il faut avoir beaucoup de respect pour ces skippers parce que quand tu pars en Ocean 50, tu pars pas vraiment pour la gloire parce que tu sais que tu vas arriver après les ultimes, tu sais que tu vas peut-être pas arriver largement devant les IMOCA et qu'en plus ce sont des bateaux qui sont bien plus instables que les IMOCA, qui sont, on dit toujours c'est engageant, moi je dirais à la limite du casse-gueule de temps en temps, c'est des bateaux voilà, qui sont très compliqués à manœuvrer, qui demandent de l'expérience et pas toujours pour la gloire. Donc c'est bien. Et puis on voit que Quentin Vlaminck, c'est aussi toute la formation de Lalou Carole qui fait une filière multi. On avait une filière mono qui marche bien, monocoque, et là il fait une filière multicoque. C'est très intéressant pour les années à venir. Et peut-être que Quentin Vlaminck, bah, c'est le futur de la catégorie ultime, par exemple avec Arkema. Donc ça c'est très intéressant. Puis Erwan Leroux, bon, le patron de la classe, qui est un skipper d'expérience, devant Sébastien Rogue sur Primonial qui finit 3e, mais pas très loin, hein, à moins de 24 heures des leaders. Et puis ensuite Éric Perron, qui a eu une route de course qui était totalement différente de ses petits copains pendant toute la course. Ça a été très intéressant parce que lui, il a pris une route bien plus au sud que les autres. Alors peut-être parce qu'il voulait prendre un peu moins de risques. Armel Tripon 5e. Course intéressante d'Armel parce qu'elle a dit le bateau avait été à chavirer en avril, donc remis en état, ça a pris un petit peu de temps. Puis Gilles Lamiret qui est parti avec un temps de retard. Il a pris tout de suite, très vite, 150-200 000 nautiques de retard. Et ensuite, il a toujours été dans un système météo qui était moins bon que ses coéquipiers, ses collègues de la classe. Et ça a été très compliqué. Sam Goodchild, bah, dommage, abandon dès le départ à cause d'un problème technique qui l'a blessé, et puis Thibaut Vauchel-Camus, chavirage, mais ils ont réussi à récupérer le bateau, donc ça c'est bon signe quand même pour Thibaut Vauchel-Camus. Les IMOCA, bah, Thomas Ruyant qui bat Charlie Dalin, le poulidor de la voile, comme se surnomme maintenant, bah, encore deuxième, hein, Charlie Dalin, voilà, sur Apivia, et puis Thomas Ruyant. Le bateau de Thomas Ruyant, beaucoup plus rapide sur les vents portants, c'est ce qu'on avait vu déjà sur le Vendée Globe, parce que même avec son foil en moins, il avait été très rapide dans le vent portant, et là avec les 2 foils, ça a marché divinement bien sur Linked Out, où la course a été très intéressante, parce que 2 heures d'écart hein, également dans cette catégorie, puis Jérémy Bayou, nouveau charal, très performant, c'est lui qui allait le plus vite hein, dans les conditions. Il est parti un petit peu prudemment le premier jour, hein, il était... je ne suis plus dans le top 20, il était je crois entre 15 et 20 le premier jour. Puis avec Charles II, il a pris de la vitesse et surtout fiable. Ce qui est très fort dans cette classe-là, IMOCA, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a quand même des bateaux neufs qui ont été extrêmement fiables. Et ça, c'est très fort parce que on a quand même des bateaux neufs dans le top 10, des bateaux également qui changeaient de propriétaire, où c'était leur première course sous de nouvelles couleurs. Et là aussi, il n'y a pas eu de problème. Donc on voit que cette classe, vraiment, il y a des équipes de qualité et ça c'est très intéressant. Donc Jérémy Bayou avec un bateau neuf qui finit 3e, c'est une belle performance. Et puis ça va leur donner de la confiance parce que c'est vrai que Jérémy Bayou avait enchaîné un petit peu les mésaventures sur les dernières sorties. Voilà, où il avait été battu, où il a eu des problèmes techniques, notamment sur le Vendée Globe. Donc voilà, ça va lui donner un petit peu du bon au cœur, je pense, à Jérémy Bayou. 4e, Kevin Escoffier, là également sur un nouveau bateau, le Sim PRB, très fort de la part de Kevin Escoffier, puis ça va peut-être l'aider au niveau du financement pour le Vendée Globe pour améliorer encore la préparation de ce bateau. 5e, Maxime Sorel, également bateau neuf sur VNB, Montbana Mayenne, projet très intéressant sur un bateau qui est encore brut de décoffrage.
on pourrait le dire. Donc c'est bien de ne pas avoir eu de gros problèmes techniques sur son bateau alors qu'il ne l'a pas récupéré il y a si longtemps que ça. Donc il est encore sur du déverminage, donc ça montre que ce bateau va déjà extrêmement vite. Et ça, c'est très intéressant. Paul Meillat, également sur un bateau neuf, 6e, avec un projet qui a peut-être un peu moins d'ambition que les autres. Donc là aussi, ça va peut-être l'aider à avoir des sponsors supplémentaires pour améliorer le budget du côté de ce bateau. Et puis Justine Métro, qui a été là, pour moi, la révélation de cette course. Justine Métro, la Suissesse, sur l'ancien Charal de Jérémy Bayou, et qui a été très rapide, pas de problème technique également, et qui a fait une course très forte et qui était dans ce paquet de tête. Ensuite, on rejoint Benjamin Dutreux, qui a toujours été un petit peu dans un no man's land. C'est un petit peu seul, en fait, pendant très longtemps. Alors, il a même eu peur sur la fin de course, parce qu'il a vu Isabelle Dioschke revenir très vite, qui finit 9e. Bah, on voit que c'est une navigatrice qui maintenant a pris pas mal d'expérience en IMOCA, ça a mis un petit peu de temps, mais maintenant elle arrive à être très performante en IMOCA, avec un bateau qui est également performant avec des foils, et surtout, quand il n'y a pas de problème technique, ça marche bien pour Isabelle Dioschke, mais qui avait déjà fait un bon Vendée Globe. Et puis, Romain Athanasio 10e, là également un skipper d'expérience. 11e, Sébastien Marcet, sur un non-foiler avec Mon Courtier Énergie, Cap Agir Environnement. Donc ça c'est bien. Pipe R12, malgré un problème de grand voile. Donc ça, c'est également très fort ce qu'a fait concurrent. Tanguy le Turquet qui est 2e des sans foil avec Lazare. Et puis James Araida, là également un nouveau venu, un tout jeune, 14e. Et Benjamin Fer, également sur un non-foiler. Je ne sais plus si Jean Toussaint Team est un foiler ou non. Je crois que c'est un foiler qui finit 15e. Les déceptions dans cette catégorie. Alors Arnaud Boissière, la déception, c'est d'avoir tenté Route Nord, ça n'a pas marché. C'est un petit peu comme Luc, c'est pas Luc, comme Louis Duc, voilà, qui finit 27e. Dans les déceptions, bah, vous avez Maître Coq 5, Yannick Bestaven, ça n'a pas performé pendant toute la course, il va falloir comprendre pourquoi. Nicolas Troussel aussi, sur un bateau pourtant qui avait déjà un petit peu de bagage. Là aussi, très loin, Nicolas Troussel seulement 20e avec Corum l'Épargne. Alan Roura sur l'ancien bateau quand même d'Alex Thompson, seulement 21e. Pourtant, il n'avait pas pris un mauvais départ, Alan Roura. Donc c'est vraiment sur la deuxième partie de course, surtout qu'il a perdu du temps. Ça se retrouve en difficulté. Boris Herman aussi sur Malaysia, bateau neuf, ça a été un petit peu compliqué. Et puis Samantha Davis, seulement 28e. C'est un classement qui fait mal pour Samantha Davis. Alors, pas mal de problèmes techniques pour Samantha Davis, qui est arrivée il y a 2 jours. Voilà, ça a été un petit peu compliqué pour elle. Ils sont que 3 encore en route pour l'arrivée dans cette course. On passe aux classes 40. Du côté des classes 40, Johan Richomme qui a gagné, il a dominé. Johan Richomme dans cette catégorie. En étant très performant, Johan Richomme. Avec un Paprec Arkea, il mériterait lui d'être en IMOCA, mais il a dit pourquoi j'irai en IMOCA, je vais aussi vite qu'eux. Il a fini devant des IMOCA et devant pas mal d'IMOCA. Course très engagée de sa part, parce qu'il a eu une pénalité dès le départ, mais j'ai l'impression que la pénalité, ça lui a presque fait du bien, parce que ça l'a obligé à remonter dans le classement. Il avait 30 000 nautiques de retard au bout de 24 heures, un peu plus même de 30 000 nautiques de retard, puis il est remonté au fur et à mesure pour gagner avec 4 heures d'avance. Et on sent que sur la fin, il a perdu du temps par rapport à ses 2 concurrents, mais ça faisait à peu près 70 000 nautiques d'écart à l'entrée sur la Guadeloupe. On en avait parlé, c'était je crois jeudi ou mercredi, je ne sais plus. Ça devait être mercredi. Ambrogio Beccaria sur la Grande Pirelli 2e. Ça c'est la belle performance de ce concurrent. Alors soutenu par des Italiens, on sent qu'Ambrogio Beccaria, voilà, c'est peut-être la nouvelle vague italienne de la voile par équipe, parce qu'on sait qu'en Italie on est plus voile par équipe, on est plus notamment Coupe de l'América, Match Race, que foncièrement course au large. Mais c'est intéressant de voir que les Italiens, on a vu Giancarlo Pedote également sur le Vendée Globe, donc c'est bien d'avoir des nouveaux concurrents. Corentin Douguet, ça s'est joué à pas grand chose. Ça s'est joué surtout sur la traversée de la Guadeloupe, et puis ensuite ça a été une grosse bagarre. Alors Simon Coster qui était un petit peu dans un no man's land aussi, 4e, et puis ensuite Antoine Carpentier 5, Xavier Macaire, malgré le fait qu'il ait dû restratifier son bateau, donc sacrée performance 6e, Luc Berry 7, Alberto Bona 8 qui a un peu souffert sur la fin de course, mais c'est intéressant de voir également un autre Italien dans le top 10, Martin Le Pape
9 et Axel Tréhin sur Projet Rescue Océan. Donc voilà, un beau projet également. 10e, juste devant Quito de Pavan. Ça s'est joué à pas grand chose aussi entre les deux. Ça fait du bien de voir également Quito de Pavan est toujours là. Et puis petite déception, Jan Lipinski avec Crédit Mutuel. Course qui a été compliquée. Pour lui, bateau qui n'est peut-être plus à la pointe de la technologie du côté de ce bateau. Et puis voilà, on voit que pour le moment, les 22 premiers sont arrivés dans cette course et qu'il va y avoir encore des bagarres sur différentes places de ce classement. Ça devrait arriver dans la journée pour quelques autres concurrents. On passe désormais aux catégories Rome. Alors en Rome multi, dans la famille Escoffier, après Kevin, après Franck-Yves, il y en avait un troisième qui avait fait de la voile également chez les Escoffier. Il y a Servan Escoffier également qui gère notamment le projet Bureau Vallée. Eh bien, on a Loïc Escoffier. Malouin, comme tous les autres, c'est la famille Escoffier. Avec l'Audi Group qui a gagné la course. Devant Roland Jourdain, juste devant Roland Jourdain, on voit l'écart, même pas une heure d'écart entre les deux concurrents. Et Marc Guillemot, troisième, qui a réussi à remonter sur Alvar Mabir. Alvar Mabir qui a eu du mal, en fait, dès qu'il y a eu du vent portant, il a perdu du temps, il était devant Marc Guillemot. Et il s'est ensuite retrouvé derrière. Gwen Chapalin 5e. Philippe Poupon est en train de terminer à la 6e place. Bon, il a fait la course à son rythme. L'idée était surtout, je pense, de ramener le bateau à l'arrivée, de rendre hommage à Florence Artaud. Je pense du côté de Philippe Poupon. Voilà, c'est un projet intéressant. Fabrice Payen vient d'être dépassé par Philippe Poupon. Donc c'est encore la bagarre entre les deux. Charlie Capel 8e. Devant Christophe Beaugrand. Là aussi, il y a une belle bagarre entre les deux. Et puis Thomas Lurton, 10e sur Moxie, Bâti Armor. On rappellera également que dans cette catégorie, on a perdu 2 fois le leader de la classe. Brieux Maisonneuve récupéré par Jean-Pierre Dick sur CMA Île-de-France, 60 000 rebonds qui était en tête de la course quand il a chaviré. Et puis Gilles Buchanan-Wood qui a chaviré à 200 000 de l'arrivée, le Belge, sur Jazz. Vraiment triste pour Gilles Buchanan-Wood. Parce que voilà, il était qu'à 200 000 de l'arrivée. Heureusement, il a réussi à s'en sortir, récupéré par un cargo. On a eu peur à un moment, on a dérouté même certains concurrents, mais ça s'est bien passé pour le rapatriement de Gilles Buchanan-Wood. Bien entendu, énorme déception quand vous êtes éliminé à 200 000 de l'arrivée. Puis en Rome mono, Jean-Pierre Dick, qui était le seul à être arrivé, largement devant tous ses adversaires. Il a dominé la classe Jean-Pierre Dick sur notre Méditerranée, ville de Nice. On rappelle un skipper d'expérience, Jean-Pierre Dick, spécialiste de la Transat en double, mais qui a également été performant en solitaire devant Catherine Chabot, députée européen également. Catherine Chabot qui est 2e et Wilfried Clerton 3e. Les différences sont faites dans cette catégorie, donc il y a pas. C'est la seule catégorie, je dirais, où il n'y a pas eu une grande bagarre. Dans cette catégorie des Roms mono. Et pour l'instant, ils sont toujours au complet parce que je pense que Olivier Niemsgern n'est pas en abandon, c'est qu'il doit être non localisé parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de localisation dans les classes Rome multi et surtout en mono. En Rome multi, il y a aussi pas mal de problèmes de plomb sur les moteurs qui ont été déplombés pendant la course. C'est un petit peu problématique que des amateurs et bon, il y a eu des pénalités ensuite derrière, donc les pénalités sont tombées, mais c'est un petit peu triste d'avoir ce genre de choses. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette route du Rhum. On se retrouve pour de nouvelles aventures à la voile. On essayera, j'ai vu que ça a pas mal marché comme sur la chaîne, on essayera peut-être de faire la solitaire du Figaro, et puis il y aura de toute façon du programme cyclisme. Enfin, voilà, vous allez avoir du sport sur la chaîne l'année prochaine encore, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.